Gagner un Oscar est censé lancer une légende hollywoodienne, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais que pour certains, la statue dorée était plus comme une trappe scintillante? Imaginez entrer sous les projecteurs, serrer ce petit homme en or et puis pouf, disparaître du radar d'Hollywood. Pourquoi certains lauréats des Oscars disparaissent-ils plus vite qu'un même d'hier? La célébrité les a-t-elle dévorés ou ont-ils simplement quitté le jeu? Restez avec nous car ces histoires vous feront vous demander si la gloire des Oscars est vraiment une bénédiction ou une malédiction. Louise Renner, on pourrait penser que gagner 2 Oscars consécutifs vous rendrait intouchable, mais pour Louise Renner, cette double victoire était plutôt une arme à double tranchant. En 1936 et 1937, elle est devenue la première actrice, homme ou femme, à remporter des Oscars consécutifs, faisant la une des journaux et éblouissant l'industrie par son intensité dans The Great Ziegfeld et The Good Earth. Hollywood était stupéfait, mais le refus de Reiner de jouer le jeu des studios l'a rapidement rendue paria. Elle s'est heurtée au patron de MGM, détestait la machine publicitaire implacable et refusait d'être cataloguée comme l'ingénue exotique. Au lieu de profiter de son nouveau pouvoir, elle s'est éloignée, d'abord des rôles majeurs, puis de l'industrie tout entière. Au moment où les années 1940 arrivent, Reiner était pratiquement invisible à Hollywood, vivant principalement en Europe et ne refaisant surface que rarement dans la presse comme un symbole de l'étrange sens de l'humour des Oscars. Son histoire est le conte de mise en garde ultime. Parfois, être le premier signifie simplement être le premier à découvrir à quel point la loyauté à Hollywood compte peu. Pour Reiner, 2 Oscars ont ouvert des portes qui menaient hors de la ville. Harold Russell, gagner un Oscar est un conte de fées hollywoodien. Gagner 2 en une nuit, c'est du jamais vu à moins d'être Harold Russell, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a perdu ses 2 mains au combat. Russell a joué Homer Parrish dans Les plus belles années de notre vie, 1946, avec une telle honnêteté brute que l'Académie lui a décerné à la fois un Oscar honorifique et celui du meilleur acteur dans un second rôle. Son discours de remerciement a fait sensation. Mais le conte de fées s'est terminé rapidement. Le boom cinématographique d'après-guerre n'avait pas vraiment d'appétit pour les acteurs avec des handicaps visibles, et les rôles pour Russell étaient presque inexistants. Il a fait quelques apparitions à la télévision, mais a surtout disparu des projecteurs, vendant plus tard un de ses Oscars pour payer les soins médicaux de sa femme. Un geste qui a choqué Hollywood. L'histoire de Russell ne concerne pas seulement la célébrité soudaine, c'est aussi sur la rapidité avec laquelle l'industrie tourne le dos lorsque la nouveauté du héros de guerre s'estompe. Sa nuit des Oscars était inoubliable, mais pour Hollywood, il était une pièce en un acte. Ray Milland. Ray Milland n'était pas seulement un bel acteur principal, il était un preneur de risques. Sa performance primée aux Oscars dans Le Poison 1945 a brisé toutes les règles, plongeant tête baissée dans la psyché tourmentée d'un écrivain alcoolique à une époque où Hollywood abordait rarement l'addiction de front. L'industrie a été stupéfaite, les critiques ont été en extase et Milland s'est retrouvé au sommet de sa profession. Puis, l'air est devenu rare. Au lieu de s'élever à de plus grands sommets, Milland a été rapidement catalogué. Son talent gaspillé dans des thrillers de série B, des films de monstres et des apparitions à la télévision. Il travaillait, bien sûr, mais pas comme un lauréat du meilleur acteur était censé le faire. Hollywood semblait presque gêné par la qualité de son jeu, ne sachant pas quoi faire d'un acteur capable d'aller aussi loin dans l'obscurité. Dans les années 1960, Milland était plus susceptible de se battre contre des monstres mutants que de rivaliser avec des acteurs comme Bogart ou Gable. Son Oscar ne garantissait pas la célébrité. Il l'a piégé dans une boîte dont il ne s'est jamais vraiment échappé. Joan Fontaine, la rivalité entre sœurs est difficile, mais battre sa propre sœur pour un Oscar, c'est un rebondissement que même Hollywood n'oserait pas scénariser. La victoire de Joan Fontaine en 1941 pour Suspicion a déclenché une tempête médiatique et l'industrie bourdonnait de rumeurs sur sa relation glaciale avec Olivia de Havilland. La victoire aurait dû être un tremplin vers la grandeur, mais elle est devenue le moment déterminant qu'elle n'a jamais pu vraiment surpasser. La carrière de Fontaine a zigzagué vers des rôles de moins en moins gratifiants, alors qu'elle prenait des risques artistiques et que les studios perdaient lentement intérêt. À la fin des années 1950, les offres se sont taries. Elle s'est tournée vers le théâtre et la télévision, son héritage cinématographique se dissolvant lentement en questions de quiz sur ses sœurs rivales. En fin de compte, l'Oscar de Fontaine n'a pas réglé les comptes familiaux. Il n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Son histoire est un drame hollywoodien dans sa forme la plus pure. La reine d'un jour qui s'est retrouvée seule au bal. Edmund Gwenn. Si vous avez déjà cru au Père Noël,
remercier Edmond Gwenn. Son interprétation pétillante et totalement convaincante de Kris Kringle dans Miracle sur la 34e rue lui a valu l'Oscar et une place permanente dans le cœur des Américains. Gwenn est devenue le modèle pour tous les Pères Noël du cinéma à venir. Mais voilà le problème. Personne ne veut du Père Noël en juillet. Après sa victoire, Gwenn a été cantonnée au rôle du gentil vieil homme, le grand-père de prédilection d'Hollywood, et s'est rapidement retrouvée cataloguée. Alors que de nouvelles vagues de premiers rôles envahissaient les studios, les opportunités de Gwenn se sont réduites. Les scénarios se sont dégradés, les offres se sont taries, et bientôt, il apparaissait principalement dans des émissions spéciales à la télévision, revivant Noël encore et encore. Le destin de Gwenn prouve que la magie du cinéma peut être un aller simple. Il est devenu immortel, mais seulement pour une saison par an. Parfois, le plus grand cadeau vient avec le plus grand piège. Mercedes McCambridge. Quand Mercedes McCambridge a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour All the King's Men, les critiques ont qualifié sa performance de volcanique, un pur feu émotionnel. Avec une voix grave et profonde et une présence capable de remplir n'importe quelle pièce, McCambridge semblait prête à dominer Hollywood. Mais son intensité, qui faisait d'elle une interprète si captivante, s'est avérée trop forte pour une industrie accro aux stéréotypes faciles. Les studios ne savaient pas quoi faire d'une actrice qui ne rentrait pas dans le moule, et les offres de films pour McCambridge ont diminué. Elle s'est retirée à la radio et au théâtre, où ses talents étaient mieux appréciés, mais les rôles au cinéma ne sont jamais revenus. Ironiquement, son travail le plus célèbre après l'Oscar fut de prêter sa voix au démon dans L'Exorciste, non crédité, entendu mais non vu. Malgré tout son talent, Mercedes est devenue l'un des secrets les mieux gardés d'Hollywood. Inoubliable, mais principalement invisible. Celeste Holm. Celeste Holm avait cette qualité rare et étincelante qui la rendait inoubliable dans Gentleman's Agreement, remportant l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle apportait chaleur et esprit à chaque scène et semblait destinée à une carrière en or. Mais la porte tournante de Tinseltown tournait vite. Bientôt, elle fut écartée par des stars plus jeunes et plus glamour, et les scénarios qu'elle recevait étaient plus plats, les rôles plus petits. Holm se tourna vers Broadway et la télévision, s'épanouissant devant des publics en direct, mais sa carrière à Hollywood ne retrouva jamais son apogée de la nuit des Oscars. Son histoire devint un avertissement sur la mémoire éphémère de l'industrie. Un an, vous êtes la sensation de la ville. L'année suivante, vous n'êtes qu'une légende dans les rediffusions et les vieux programmes. Même son Oscar a commencé à ressembler plus à un merci d'être venu qu'à un billet pour l'avenir. Anna Revere. Anne Revere pouvait vous briser le cœur d'un seul regard. En tant que mère sage et posée dans National Velvet, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et un avenir en tant que mère de choix à Hollywood. Mais lorsque les marées politiques ont changé, Revere a refusé de jouer le jeu. Son refus de témoigner devant la commission des activités anti-américaines de la Chambre a conduit à son inscription sur la liste noire. Du jour au lendemain, ses téléphones ont cessé de sonner. Des années ont passé pendant qu'elle jouait discrètement sur scène, enseignant le théâtre pour garder son esprit vivant. L'industrie a continué sans elle, et lorsque la liste noire a disparu, son nom avait également disparu de l'affiche. L'Oscar de Revere est devenu un souvenir doux amer, un rappel du prix à payer pour rester fidèle à ses principes. À Hollywood, les choix les plus courageux peuvent être ceux qui vous font disparaître. Paul Lukas. Paul Lukas était l'outsider qui a battu Bogart et Gary Cooper pour le prix du meilleur acteur dans Watch on the Rhine grâce à sa performance discrètement héroïque. L'histoire de Lucas est entièrement axée sur la survie. D'abord, dans l'Europe dévastée par la guerre, puis dans les jungles impitoyables d'Hollywood. Pendant un bref instant, il était au sommet du monde, mais l'accent prononcé de Lucas et son style stoïque sont devenus des handicaps, alors que le système des studios recherchait des visages plus jeunes et plus nouveaux. Il a continué à jouer, mais plus souvent à l'étranger, disparaissant des écrans américains. Au moment où la plupart des gens le recherchaient, son Oscar était un morceau d'histoire poussiéreux et ses plus grands films oubliés. Lucas nous rappelle que pour chaque immigrant d'Hollywood qui conquiert la ville, il y en a une douzaine d'autres dont l'étoile s'éteint en silence. La célébrité peut être aussi capricieuse que la mode. Anna Magnani. Anna Magnani a fait irruption à Hollywood comme une force de la nature, remportant l'Oscar de la meilleure actrice pour The Rose Tattoo. Son style italien brut et émotionnel a bouleversé le mélodrame cinématographique classique, faisant d'elle une légende du jour au lendemain. Mais tandis que l'Académie était éblouie, les producteurs d'Hollywood étaient déconcertés. Que faire d'une star dont l'accent et le feu ne peuvent être contenus? Magnani se retrouva prise entre deux mondes.
trop européenne pour la plupart des scénarios américains, trop légendaire pour des rôles secondaires. Après une brève aventure américaine, elle est retournée en Italie où elle était encore saluée comme une déesse du cinéma. Aux États-Unis, cependant, elle s'est vite éclipsée. Sa gloire aux Oscars, une note de bas de page d'une carrière vécue ailleurs. La montée et le retrait de Magnani montrent qu'Hollywood couronnera une reine, mais ne la laissera pas toujours régner. Joseph Schildkraut. Le rôle oscarisé de Joseph Schildkraut dans La vie d'Émile Zola, 1937, était le genre de percée qui aurait dû lui ouvrir grand les portes d'Hollywood. En jouant le capitaine Dreyfus, Schildkraut a livré une performance chargée d'angoisse et de dignité, une leçon de retenue qui a impressionné l'Académie. Mais, dans le style classique de Tinseltown, ce moment est devenu à la fois son apogée et son crépuscule. Hollywood aimait célébrer un visage européen sensible, mais seulement tant que le climat politique le permettait. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a changé l'humeur de l'industrie, les acteurs nés à l'étranger se sont retrouvés mis à l'écart. Schildkraut, autrefois très demandé, fut soudain relégué à des rôles secondaires ou à des personnages ethniques, sans jamais retrouver la vedette. Il continua à travailler sur scène, à la télévision et même parfois au cinéma, mais les offres devinrent sporadiques. Pour le public qui se souvenait de son triomphe aux Oscars, c'était presque douloureux de le voir s'éloigner de plus en plus de la scène centrale. L'héritage de Schildkraut est un paradoxe poignant d'Hollywood, preuve qu'une statue dorée ne garantit pas une ère dorée. Une année, vous êtes la coqueluche de la ville. L'année suivante, vous avez de la chance si vous obtenez une table au déjeuner. Dorothy Malone. La victoire de Dorothy Malone aux Oscars pour Écrit sur du vent, 1956, était un coup de maître qui volait la vedette. Sa performance en tant que Marilyn, sauvage et condamnée, était si brûlante qu'elle a presque enflammé l'écran. Hollywood a réagi en lui offrant un contrat et une série de rôles qui semblaient alléchants sur le papier. Mais l'industrie ne savait pas quoi faire d'une actrice qui était à la fois une bombe et une force de la nature. Malone s'est retrouvée cantonnée dans des mélodrames et des films de second ordre, piégée dans une boucle de rôles de beauté dangereuse qui ne lui permettait jamais d'étendre ses ailes dramatiques. Au début des années 1960, sa carrière cinématographique s'essoufflait. Le travail à la télévision la maintenait à flot, mais la magie du grand écran s'était estompée. Et voici le comble. Le plus grand héritage de Malone dans la culture pop est venu des années plus tard, lorsqu'elle a pris un rôle secondaire dans le feuilleton Peyton Place. Malgré tout son talent et son Oscar, la mémoire d'Hollywood était courte. L'histoire de Malone est un avertissement brûlant. La célébrité peut être éclatante, rapide et finalement oubliable. John Ireland. Le chemin de John Ireland vers l'Oscar fut aussi sauvage que son personnage à l'écran. En remportant le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour All the King's Men, 1949, Ireland semblait destiné à devenir le prochain anti-héros robuste d'Hollywood. Mais la réalité a suivi un autre scénario. Connu pour être franc et, franchement, un peu rebelle, Ireland s'est rapidement retrouvé étiqueté comme difficile, une condamnation à mort pour une carrière dans le vieux Hollywood. Les studios ne voulaient pas d'un franc-tireur, ils voulaient une marionnette. L'Irlande est passée d'un western ou d'un film noir à petit budget à l'autre, sans jamais retrouver le prestige de sa nuit aux Oscars. À la fin des années 1950, son nom apparaissait plus souvent dans les tabloïds que sur les feuilles d'appel des studios. Pourtant, il a travaillé pour la télévision, les films de série B, même les productions internationales, mais la liste A n'a jamais rappelé. La carrière d'Ireland est l'ultime mise en garde du mauvais garçon. À Hollywood, restez assez longtemps et vous pourriez bien survivre à votre propre légende. Claire Trevor. Claire Trevor dominait l'écran avec son charisme tranchant, et lorsqu'elle a remporté l'Oscar pour Kay Largo, 1948, c'était un moment déterminant de sa carrière. Trevor avait déjà joué tous les types de femmes dures, tragiques ou séduisantes qu'Hollywood pouvait lui proposer. Mais après son Oscar, le téléphone n'a pas vraiment sonné sans arrêt. Pourquoi? Hollywood, toujours avide de nouveaux visages, a rapidement catalogué Trevor comme la fille de référence pour les femmes déchues et les vents vieillissantes. Les rôles se sont raréfiés et le prestige a disparu. Trevor a passé les décennies suivantes à apparaître principalement dans des rôles invités à la télévision et dans quelques caméos au cinéma. Pour les spectateurs plus jeunes, elle est devenue un nom dans le générique plutôt qu'un visage sur l'affiche. Pourtant, elle n'a jamais perdu son mordant. Trevor était connu pour avoir un esprit acéré concernant sa propre disparition. Son parcours rappelle que la gloire des Oscars est aussi éphémère que le générique de fin. À Hollywood, vous êtes
tu n'es aussi grand que ton dernier succès. George Chakiris. George Chakiris est passé de choriste à icône instantanée grâce à West Side Story, 1961, où sa performance en tant que Bernardo a dansé, claqué des doigts et combattu son chemin dans l'histoire des Oscars. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et pendant un moment, il semblait que Chakiris serait en tête d'affiche de la prochaine vague de comédies musicales et de succès dramatiques. Mais l'obsession de Tinseltown pour les stéréotypes l'a perdu. L'industrie ne voyait pas au-delà de ses rôles ethniques, et les comédies musicales passaient de mode. Chakiris a décroché quelques rôles au cinéma et à la télévision, mais son type de célébrité s'est estompé rapidement. À la fin des années 60, on le trouvait plus souvent sur scène en Europe que sur un plateau à Hollywood. L'histoire de Chakiris est la parfaite contradiction hollywoodienne. Une minute, vous dirigez le gang le plus cool de l'histoire du cinéma. La suivante, vous êtes une réponse de quiz dans un jeu de cinéphile. Pour George, l'Oscar était un billet pour la célébrité avec une date d'expiration. Dean Jagger. La victoire de Dean Jagger pour 12 O'Clock High, 1949, aurait dû le placer définitivement sur la liste A de Hollywood. Sa représentation stoïque du Major Stovall, un homme usé par le poids de la guerre, a touché une corde sensible chez les critiques et le public. Mais Jagger n'était pas du genre à jouer le jeu de l'industrie. Plutôt que de tirer parti de son nouveau statut, il a choisi des rôles décalés, alternant entre films, télévision et même quelques passages à Broadway. Le résultat ? Jagger est devenu l'un de ces acteurs dont tout le monde reconnaît le visage, mais dont le nom est toujours sur le bout de la langue. Son intensité douce le rendait parfait pour les mentors et les figures d'autorité. Mais Hollywood avait une mémoire courte pour la subtilité. Dans les années 1960, les grands rôles au cinéma ont disparu, et Jagger s'est retrouvé principalement dans des apparitions à la télévision ou des projets plus petits. Pourtant, il ne semblait jamais amer. La disparition de Jagger était presque intentionnelle, un homme qui préférait la dignité tranquille du travail au vacarme de la foule. Sa victoire aux Oscars ne l'a pas rendu superstar, mais c'était peut-être le but. Parfois, les véritables légendes sont celles qui se glissent discrètement en arrière-plan, ne laissant derrière elles que leurs meilleures scènes. Red Buttons. La victoire de Red Buttons aux Oscars pour Sayonara, 1957, a surpris les anciens. Voici un comique, un numéro de vaudeville, soudain couronné, meilleur acteur dans un second rôle pour un rôle dramatiquement poignant. Il semblait que Buttons allait être pris au sérieux par Hollywood, mais l'industrie avait d'autres plans. Malgré la statuette dorée, il n'a jamais vraiment pu se défaire de sa réputation d'homme drôle. Les rôles se sont raréfiés alors que les directeurs de casting l'enfermaient dans une case, incertain si le public voulait le raide sérieux ou celui qui les faisait rire. Frustré, Buttons est retourné aux émissions de variété télévisées, aux jeux de panel et au stand-up. Il apparaissait parfois dans des films, mais jamais avec la gravité ou le retentissement de son moment aux Oscars. Pour tout son talent et sa polyvalence, Buttons a été contraint de retourner dans un coin par la peur d'Hollywood de franchir les limites. Son Oscar était à la fois un ouvre-porte et un rappel que, parfois, l'industrie vous aime le plus lorsque vous jouez exactement le rôle qu'elle attend. Shirley Booth. Shirley Booth était une sensation sur scène, mais c'est sa performance poignante et vulnérable dans Comeback, Little Sheba, 1952, qui lui a valu un Oscar et une renommée nationale. Hollywood ne pouvait pas croire à la profondeur que Booth apportait à une femme solitaire et brisée, une performance qui secoue encore les spectateurs. Mais Booth n'a jamais été séduite par les attraits de l'industrie cinématographique. Elle a fait seulement quelques films, puis s'est retirée, retournant à son théâtre bien-aimé, et plus tard, une carrière réussie dans la sitcom télévisée Hazel. Pour Booth, Hollywood était toujours une étape, pas une destination. L'Oscar ne l'a pas piégée dans une cage dorée. Il l'a libérée pour faire exactement ce qu'elle voulait. Elle a disparu des feux de la rampe du cinéma par choix, un geste rare dans une ville construite sur l'autopromotion incessante. L'histoire de Booth n'est pas celle d'un exil, mais d'une évasion. Parfois, les talents les plus brillants sont ceux qui savent quand dire stop. Ernest Borgnine. Quand Ernest Borgnine a remporté l'Oscar pour Marty, 1955, il a stupéfié Hollywood. Un acteur de caractère robuste, connu principalement pour des rôles de dur à cuire, s'est soudainement transformé en un premier rôle avec du cœur. Pendant un moment, Borgnine était partout, ornant les couvertures de magazines, obtenant les premiers rôles. Mais aussi vite que cela est venu, l'attention de la liste A s'est estompée. Hollywood ne savait pas quoi faire d'un homme sensible qui ne correspondait pas au modèle de l'idole de matinée. Borgnine a rebondi à travers une série de films de genre, rôles de soutien,
des rôles et des parties à la télévision, sans jamais vraiment retrouver le sommet des Oscars. Pourtant, contrairement à certains qui se sont fanés sous les projecteurs, il a prospéré grâce à un travail régulier, construisant une carrière longue et variée. Pourtant, son moment de gloire fut bref, un éclair de gloire dans un parcours autrement modeste. L'histoire de Borgnine prouve qu'Hollywood aime une bonne histoire, mais ne reste pas toujours pour la suite. Burl Ives. Burl Ives est l'un de ces lauréats d'un Oscar dont le nom évoque quelque chose, mais dont la carrière cinématographique après la grande victoire s'est principalement évaporée. Son trophée de meilleur acteur dans un second rôle pour The Big Country, 1958, a reconnu sa présence imposante et sa voix riche et résonnante. Pendant une brève période, Ives était l'homme de la gravité, un choix parfait pour les patriarches et les légendes. Mais Hollywood a rapidement manqué de rôle pour un gentil géant, et Ives a trouvé une reconnaissance plus constante en tant que chanteur folk, artiste d'enregistrement et présence occasionnelle à la télévision. Qui ne l'a pas entendu comme la voix de Sam le bonhomme de neige dans Rudolph le renne au nez rouge? Les rôles au cinéma se sont réduits à des caméos et des curiosités. Bien qu'il n'ait jamais vraiment disparu, sa voix vivait dans chaque foyer américain chaque mois de décembre. Son étoile hollywoodienne s'est éteinte discrètement. Ives est le rare lauréat d'un Oscar qui n'a pas lutté contre sa propre disparition. Il s'est simplement évanoui comme une mélodie que l'on n'arrive pas tout à fait à se rappeler, mais qu'on n'oublie jamais complètement. Hing S. Ngor. Hing S. La victoire de Ngor aux Oscars pour The Killing Fields, 1984, est l'une des histoires les plus stupéfiantes de l'histoire d'Hollywood. Médecin cambodgien ayant survécu à des horreurs indicibles sous les Khmers rouges, Ngor n'avait jamais joué avant de se retrouver sur le plateau. Sa performance en tant que Dith Pran était si brute et réelle qu'elle a bouleversé le public et l'Académie. Mais la foudre n'a jamais frappé deux fois. Hollywood, malgré les récompenses qu'il lui a décernées, a eu du mal à trouver plus de rôles pour un immigrant asiatique avec un fort accent et un traumatisme réel dans les yeux. Ngor s'est retrouvé cantonné à des rôles stéréotypés ou simplement ignorés, et il a rapidement disparu du monde du cinéma grand public. Il a consacré sa vie à l'activisme pour les réfugiés cambodgiens, refusant les offres qui semblaient creuses ou symboliques. Tragiquement, Ngor a été assassiné à Los Angeles en 1996, son histoire hollywoodienne se terminant à la fois par un triomphe et un chagrin. Pour toutes ces paroles sur l'honneur des nouvelles voix, l'industrie a laissé Ngor derrière presque aussi vite qu'elle l'a découvert. Art Carney. L'Oscar du meilleur acteur d'Art Carney pour Harry et Tonto, 1974, a surpris presque tout le monde. Il a battu Al Pacino, Dustin Hoffman et Jack Nicholson à leur apogée. Connu surtout comme Ed Norton à la télévision, Carney s'est soudainement retrouvé au sommet du cinéma en tant que veuf âgé dans une odyssée à travers le pays. Pourtant, Carney n'a jamais été intéressé par la poursuite de la célébrité hollywoodienne. Après sa victoire surprise, il est principalement retourné à la télévision, à la comédie et à la scène, laissant l'étiquette d'acteur sérieux s'évanouir. L'industrie du cinéma, de son côté, semblait tout aussi confuse quant à ce qu'il fallait faire de Carney que lui-même. Les rôles n'ont jamais égalé la résonance émotionnelle de Harry et Tonto, et les offres ont lentement diminué. L'histoire de Carney rappelle que certains acteurs ne veulent qu'un avant-goût du buffet hollywoodien avant de retourner à ce qu'ils aiment. Il n'a pas tant disparu qu'il est sorti discrètement, sa victoire aux Oscars étant à la fois un sommet et un adieu en douceur. Patricia Neal. Le parcours de Patricia Neal, d'une lauréate d'un Oscar à une quasi-légende hollywoodienne, est une histoire de résilience et de réinvention. Après avoir remporté le prix de la meilleure actrice pour HUD, 1963, Neal semblait inarrêtable. Une présence à l'écran imposante avec esprit, force et une vulnérabilité indéniable. Mais alors que sa carrière atteignait son apogée, Neal a subi une série d'accidents vasculaires cérébraux massifs qui ont failli lui coûter la vie. Hollywood a continué, comme toujours, et Neal est devenu un fantôme dans l'industrie qu'elle avait contribué à électrifier. Contre toute attente, elle a retrouvé la santé et est même retournée à la comédie. Mais les rôles principaux avaient disparu, remplacés par des apparitions à la télévision et quelques caméos au cinéma. Son courage a inspiré beaucoup de gens, mais elle n'a jamais retrouvé son pouvoir à Hollywood d'avant son accident vasculaire cérébral. L'histoire de Neal parle moins de sombrer dans l'oubli que de survivre selon ses propres termes. Parfois, l'acte de disparition ne consiste pas à quitter Hollywood, mais à ce que Hollywood vous quitte. Faye Benter. Faye Benter est un nom que seuls les passionnés d'Oscar les plus avertis se souviennent, mais sa carrière était légendaire à son époque, gagnant le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Jezebel, 1938, elle fut la première interprète jamais nommée pour les Oscars de premier rôle et de second rôle la même année, un véritable Holly.
pionnière d'Hollywood. Pourtant, dans les années 1940, Banter s'était éclipsé de la scène centrale, passant de rôles majeurs à des personnages maternels ou de matrones, et finalement en coulisses. Sa présence digne et sa force tranquille la rendaient aimée de ses pairs, mais elle n'était jamais la star la plus bruyante ou la plus flamboyante. Alors que les goûts d'Hollywood se tournaient vers le tapage et la jeunesse, Banter est devenue presque une relique, apparaissant principalement dans des reprises théâtrales et de rares rôles à la télévision. Elle a vécu assez longtemps pour voir sa gloire aux Oscars devenir une note de bas de page curieuse. Parfois, ce sont les pionniers qui disparaissent le plus vite, ne laissant derrière eux que les chemins qu'ils ont tracés. Ruth Hulse. Ruth Hulse a obtenu une nomination aux Oscars pour The Philadelphia Story, 1940, volant des scènes à des géants comme Katharine Hepburn et Jimmy Stewart. Sa carrière aurait dû s'envoler, mais les projecteurs se sont éteints étonnamment vite. La beauté raffinée et l'esprit subtil de Hulse ne correspondaient pas tout à fait au modèle de star plus tapageur de l'après-guerre, et Hollywood ne savait pas comment commercialiser son personnage sophistiqué. À la fin des années 1940, Hulse s'est retrouvée reléguée sur la touche, prenant des rôles secondaires et finissant par migrer vers la radio et la télévision. Elle était l'une de ces stars qui ne faisait jamais de vagues, s'éloignant discrètement du végétariat cinématographique, se concentrant sur la famille et le théâtre local. Pour le public, Hulse est devenue ce visage de elle des marathons de films classiques. Sa disparition était si gracieuse qu'elle était presque invisible. Preuve que toutes les sorties d'Hollywood n'ont pas besoin d'être tragiques ou dramatiques. Parfois, on s'éclipse simplement, et c'est bien ainsi. Voilà donc 25 lauréats des Oscars qui ont atteint des sommets inattendus, puis ont disparu avant même que les applaudissements ne s'estompent. Hollywood les a-t-il dévorés, ou ont-ils simplement dépassé le jeu? Peut-être que le vrai drame n'est pas dans qui gagne, mais dans qui s'en va. Laquelle de ces légendes disparues vous a le plus surpris? Partagez vos pensées ci-dessous. Abonnez-vous pour en savoir plus. Et souvenez-vous, la célébrité à Hollywood peut être l'histoire la plus courte jamais racontée.